Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur M7 TV. Les 7 jours qui font le Mali pour ce numéro de coup franc. Ce n'est pas du football, mais votre émission qui reçoit chaque jour un invité pour une conversation à bâton rompu. On parle, on débat, on situe les responsabilités, on propose également des solutions. Notre invité ce soir s'appelle Kémi Séba, de son vrai nom Estelio Capo Chichi, donc panafricaniste convaincu, militant anticolonialiste réputé, auteur, chroniqueur, mais aussi conférencier. Kémi Séba, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Voilà, vous venez d'arriver à Bamako il y a quelques heures, aussitôt descendu de l'avion, aussitôt interpellé par la police. Que vous reproche-t-on? Rien, c'est pour ça qu'ils m'ont relâché. Strictement rien, simplement, je pense que je n'apprendrai à personne un fait connu de tous en réalité, qui est que nos pays, bien qu'ils se proclament indépendants, n'ont d'indépendance que le nom. Et donc partant de ce postulat de départ, lorsque la puissance coloniale, ou la prétendue puissance anciennement coloniale, mais qui agit toujours aujourd'hui, vous dit que la personne qui vient est une personne dangereuse, eh bien malheureusement, quand on n'est pas dans une démarche de résistance dans les hautes sphères de l'État, eh bien on suit ce processus-là. Et donc lorsque je suis arrivé, avant toute chose, il faut dire que j'ai été accueilli avec beaucoup d'amour par le personnel de l'aéroport, par un bon nombre de policiers, de militaires, comme partout en Afrique où je vais, où la plupart des corps constitués comme des gens de la société civile nous témoignent de beaucoup d'affection, il faut le dire. Et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on fait peur à la puissance coloniale française. Et lorsque je passe le contrôle, je passe normalement. Et puis, au moment où je franchis la ligne, on me rappelle, on me dit « Attendez, on vient de voir qu'il y a un signalement, vous devez revenir. C'est marqué que vous êtes une personnalité, vous faites partie de la liste des personnalités surveillées. » Je dis « Surveillé au nom de quoi ?» Je dis « Bolloré, quand il vient ici, apparemment il n'est pas surveillé puisqu'il peut se balader et construire un certain nombre de choses ici. » Nicolas Sarkozy, le malfrat Nicolas Sarkozy, lorsqu'il vient ici, lorsqu'il venait ou lorsqu'il vient encore aujourd'hui, je n'en sais rien, il n'est pas dans la liste des personnes surveillées. Donc je me pose des questions. Pourquoi une personne qui risque sa vie, qui a fait de la prison pour ses convictions politiques, qui fait tout ce qui en sont possible avec son organisation, parce qu'avant toute chose, vous avez cité beaucoup d'activités qui sont les miennes, la plus importante, c'est président de cette ONG Urgence panafricaniste, parce que c'est, j'ai envie de dire, l'emblème de notre combat au sein des sociétés civiles africaines et diasporiques. Et donc, pourquoi quelqu'un qui se bat pour l'Afrique, lui, fait partie de la liste des surveillés, alors que des gens qui pillent l'Afrique font partie de la liste des gens qui ont le droit d'entrer? Donc c'est ce que j'ai dit au commissaire. Bien évidemment, il n'était pas responsable, il a appelé ses supérieurs, et j'ai cru comprendre qu'il était en ligne avec le ministre de l'Intérieur, qui, au bout de 2h20, si je ne m'abuse, a fini par comprendre qu'il était mieux de me laisser rentrer, parce que ça n'a pas de sens. Je rentre dimanche, je suis attendu pour d'autres mobilisations dans les jours à venir. Nous sommes ici parce que nous nous battons pour la justice sociale, contre le pillage de nos terres, de nos sols, et aux 4 coins du monde, notre message est compris. D'accord. Il n'y a que l'oligarchie française qui ne veut pas comprendre, puisqu'elle tire son profit de notre dépouillage en réalité. D'accord, justement, Kémi Séba, vous n'êtes plus à présenter pour le public africain, mais aussi d'ailleurs. Et si on vous demandait réellement qui êtes-vous, Kémi Séba, qu'allez-vous nous répondre? Je pense que, je ne sais pas si c'est la chose la plus importante aujourd'hui, mon très cher frère. Je suis quelqu'un qui me bat contre le néocolonialisme, qui se bat pour que nos populations puissent accéder à une véritable souveraineté, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit économique, bien évidemment, d'accord. Et on est dans une dynamique de faire en sorte de, cette fois-ci, propager le message par le bas, parce que les années 60 ont été l'étape de la propagation du message par le haut. Et dès lors qu'on a tué les leaders, le peuple n'a pas suivi, puisque c'était quelque chose qui était extrêmement élitiste. Aujourd'hui, on est dans une autre étape. On passe par le bas, on passe par le prolétariat. Et ce prolétariat, c'est la base de la pyramide. Une pyramide n'existe, ou le sommet d'une pyramide n'existe que parce que la base sous-tend le sommet. Et si la base se retire, le sommet devient un vulgaire caillou. Le sommet, ce sont nos dirigeants. Et qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils sont en haut, mais s'ils trahissent leur mission dont parlait Frantz Fanon, chaque génération a dans une relative opacité le devoir d'accomplir ou de trahir sa mission. Nous devons l'accomplir. Et si les dirigeants ne l'accomplissent pas, eh bien, tôt ou tard, il y aura des changements. Parce que vous êtes le défenseur des causes africaines, c'est connu. Vous êtes franco-béninois. Alors,
pourquoi n'avoir pas renoncé à votre nationalité française si vous tenez tellement à l'Afrique et prendre la nationalité béninoise tout simplement pour défendre les causes africaines? Alors, je vous dis une Parce chose. que si vous étiez en France, c'est que vous avez été élevé dans les valeurs françaises, la France qui pille les ressources africaines, vous en avez profité sûrement. Est-ce que vous aussi, on ne peut pas vous mettre dans la même catégorie que les néocolonialistes? Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y, je vous en prie. La réponse est très simple, parce qu'en réalité, c'est un débat quand je vais à Cuba et que je dis que certaines personnes nous disent pourquoi vous avez tel passeport ou tel passeport. Les gens rient. C'est des débats débiles intra-africains. À l'heure actuelle, je suis né où ça? Je suis né en France. Est-ce que je dois faire semblant de ne pas être né en France et d'avoir vécu toute ma vie en Afrique? Non, je suis né en France. J'ai vécu 30 ans de ma vie en France et je ne vais jamais renier cette réalité. Je suis un afro-descendant et le panafricanisme, il y a quelque chose qu'on oublie parce qu'aujourd'hui, dans une sorte d'analphabétisme intellectuel et idéologique, on oublie que le panafricanisme est né dans la diaspora, il n'est pas né dans le continent. Donc les premiers panafricains, ils étaient noirs anglais, ils étaient noirs français, ils étaient noirs américains, ils n'étaient pas noirs maliens, ni noirs béninois, ni autres. Donc, dans ce sentiment qui est exposé en disant que si vous êtes vraiment panafricain, vous devez jeter votre passeport français, c'est de manière sous-jacente un message d'idiotie idéologique qui consiste à dire que ceux de la diaspora n'ont pas été dans le panafricanisme. Or, le panafricanisme a été inventé par la diaspora. C'est pour ça que ça fait rire tout le monde. Mais certaines personnes qui ne savent pas en réalité de quelle manière ils peuvent nous attaquer. Mais vous bénéficiez quand même des prestations du gouvernement français, des prestations. Quelles prestations? Le carburant coûte moins cher en France. Or, c'est pillé en Afrique. Le Gabon, mais vous en avez profité. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Vous savez, moi je ne crois pas aux histoires de religion révélée ou autres, mais j'aime un passage qui dit que Moussa est né chez Pharaon. Est-ce qu'il devait renier le fait d'avoir été éduqué par Pharaon pour défendre sa population? N'importe qui doté de raison vous comprendra que ce n'est pas parce que vous naissez dans un endroit que vous devez renier la réalité dans laquelle vous êtes né pour mener un combat. Je prolonge comme un raisonnement pour essayer d'élever le niveau de la réflexion parce que pour l'instant, objectivement, elle est fragilisée. Sans vous manquer de respect. Vous connaissez beaucoup d'afro-descendants qui sont nés dans la diaspora, qui décident de tout abandonner et en allant risquer leur vie sur le continent africain pour aider la population, plus que certains Africains le font. Vous en connaissez beaucoup? Non. Deuxième point, je vais vous poser une autre question. Je suis aujourd'hui interdit de rentrer dans plusieurs pays. Je suis fiché S par les autorités françaises, vous pas. Je suis fiché par la section antiterroriste par les autorités françaises sans jamais avoir posé de bombe, vous pas. Je suis aujourd'hui l'un des leaders les plus populaires dans les Caraïbes, qui sont aujourd'hui des colonies françaises. Tous ceux qui m'écoutent dans les Caraïbes, le jour où j'enlève ce passeport français qui ne me sert à rien, si ce n'est quand je vais là-bas, parce qu'il faut regarder un peu mon passeport. 80% de mes voyages, je les utilise avec le passeport béninois. Mais la plupart des gens, comme ils aiment les fantasmes, ceux qui aiment raconter n'importe quoi, vont vous dire autre chose. Mais les fois où je vais dans les Caraïbes, si je retire mon passeport français, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On appelle ça, comme le disait Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est de se servir des armes de vos adversaires pour, quand il le faut, passer un message et propager justement votre combat. Mais je ne vais pas retirer un passeport qui me permet d'aller en Guadeloupe, qui me permet d'aller en Guyane, qui me permet d'aller en Martinique, aider les populations qui sont encore colonisées aujourd'hui, sous prétexte que vous ne comprendriez pas. Je précise, je termine. Si vous avez un passeport béninois, est-ce qu'on va forcément vous empêcher de voyager? Mais bien sûr que oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand quelqu'un est fiché S, déjà, c'est une possibilité d'interdiction de rentrer dans un territoire quand il n'a pas la nationalité. Or, mon combat n'est pas un combat que au Mali. Mon combat n'est pas qu'un combat au Bénin. Mon combat n'est pas qu'un combat en Guinée. C'est un combat pour tout le monde noir de manière générale. C'est vrai qu'on est dans l'ère moderne, dans l'ère contemporaine où une idée a moins de sens qu'un bout de caillou. Parce que l'être humain est devenu tellement débile dans ce monde dominé par le néolibéralisme occidental que quand quelqu'un vous parle d'une idée qui tend à pousser sa population à se libérer, c'est moins important cette idée que celui qui construit un bout de caillou. Ben moi, je vais vous servir. C'est grâce à des gens comme les Fanon que j'ai construit aujourd'hui des chaînes de centres commerciaux de valorisation de la production africaine où les producteurs locaux aujourd'hui peuvent exposer leurs produits, producteurs locaux qui sont discriminés par les multinationales. Vous n'avez pas ça, mais je peux vous inviter et je peux même vous engager le jour où la télé ne vous emploiera plus. Bien, Kémi Séba, quand on regarde votre parcours, on dit que vous êtes convertissé à l'islam en 2008. Après un séjour en prison, dit-on vrai ou pas? Internet, beaucoup d'ineptie. J'ai commencé à la Nation of Islam, qui est une organisation qui n'est pas forcément reconnue par on va dire les savants musulmans de la Mecque ou je ne sais trop quoi, et encore on pourra en discuter. Je m'en suis éloigné pour rentrer vers l'afro-authenticité. À une période de ma vie, j'ai eu besoin de revenir
avant par la suite de revenir à ce qu'on appelle la tradition africaine. Et Kémy Séba, on se souvient de ce geste qui a fait le tour du monde. Vous avez déchiré le franc CFA Dakar au Sénégal. Ça vous fait quoi le fait de le faire? Vous pensez que cette monnaie peut être considérée comme le diable blanc? Vous savez qu'en France aussi, il y a un prolétariat blanc qui souffre. Donc la problématique, ce n'est pas des blancs contre les noirs, puisqu'il y a beaucoup de blancs qui soutiennent notre combat, des pauvres blancs qui soutiennent notre combat aussi, il faut le préciser. Loin des caricatures de BFM et compagnie, ou de France 24, ou de RFI. Ensuite, quand on parle du franc CFA, on parle d'un système d'exploitation économique qui date depuis très longtemps, qui n'est pas né avec Kémy Séba, mais qui, je l'espère, mourra avec notre génération. On a tellement secoué le cocotier qu'on a poussé nos autorités à déterrer le projet de la monnaie éco, qui avait été abandonné au cours des années 2000 auparavant, alors qu'il était programmé pour arriver, émerger durant ces années 2000. Et lorsqu'on a secoué le cocotier, quasiment instantanément, ce projet a été redéterré des tiroirs, même si malheureusement, il y a encore des débats internes à l'intérieur de ce système monétaire, puisque le camp des anglophones, et notamment Nigeria, Ghana, veulent une rupture totale avec le Trésor français. Et ils sont aussi suivis sur ce terrain-là par M. Issoufou du Niger. Il faut lui rendre cette réalité, et lui rendre cet honneur sur ce point. On peut être en désaccord sur beaucoup de points, mais sur ce point, nous comprenons. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont à la remorque de M. Ouattara, qui lui-même est à la remorque de l'oligarchie française. En quoi est-ce qu'une monnaie unique africaine, ouest-africaine, comme l'ECO, qui serait bientôt en marche, peut booster l'économie de ces pays-là, quand on sait que même dans le voisinage immédiat, on voit des pays qui ont leur monnaie, mais qui ne sont pas aussi développés qu'on puisse le croire? Alors, la première question que je vais vous poser, c'est quoi le développement? Qui est-ce qui fixe les indices de développement? Qui est-ce qui décide qu'un pays est développé? La France, c'est un pays développé pour vous? Les États-Unis, c'est des pays développés? Les pays où le taux de suicide est aussi élevé? Il faut qu'on soit aussi capable de réapprendre à redéfinir nos propres concepts en fonction de nos propres réalités. Moi, je fais le tour du monde pour le combat politique qui est le nôtre. Je vais dans des pays qui, selon la modernité occidentale, paraissent reculés, mais qui, sur le terrain de la culture et sur le terrain du développement de la science endogène, sont bien plus en avance que les nations occidentales. Donc il faut toujours nuancer. Mais quand on parle il de faut toujours relativiser. Il y a des indicateurs définis par des économistes. Définis par quels économistes? Oui, même si ce sont des occidentaux, les pays africains se fixent sur ces indicateurs-là pour afficher leur développement. Non, écoutez, pas les pays africains. Moi, je fais le tour du continent africain, ce n'est pas les pays africains, ce sont les élites africaines qui ne voient le monde qu'à travers la lunette occidentale et qui estiment que lorsque l'Occident vous reconnaît comme développé, cela signifie que vous l'êtes. Bien, je dis que votre baromètre, qui est celui fixé par l'oligarchie occidentale, première chose, n'est pas le mien. Deuxième chose, parce que je pense que c'est aussi important qu'on puisse l'énoncer avec clarté, jusqu'à preuve du contraire, aucune nation ne s'est développée dans ce monde sans avoir le contrôle, la maîtrise de son système monétaire. Ce n'est pas quelque chose de magique qu'on dit, ce n'est pas de la suprématie noire ou de la suprématie africaine que de dire ça, c'est une simple constatation des événements tels qu'ils se sont passés dans l'histoire. Aucun pays ne s'en est sorti sans la maîtrise de son économie. Kadhafi a été assassiné en grande partie parce qu'il avait mis sur pied le système que l'on appelle la monnaie du dinar or, en s'appuyant sur les ressources or. D'autres vont parler de ressources minières de manière générale du continent africain. Nicolas Gbowou, économiste, le dit lui aussi que tant qu'il n'y aura pas une réappropriation de nos ressources à partir desquelles nous pourrons constituer des nouvelles banques centrales, d'accord, et une nouvelle monnaie qui s'appuierait sur ce système-là, on sera toujours dans une démarche de difficulté. Et c'est pour ça que je dis que le vrai combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre le franc CFA, ça c'est la presse, je suis journaliste politique aussi, mais la presse parfois fait preuve de facilité. L'activiste anti-CFA, non, ça ne veut rien dire l'activiste anti-CFA. Je suis un activiste panafricaniste qui lutte pour la réappropriation de nos ressources, parce que tant qu'on ne se réaccaparera pas nos ressources, on n'aura pas la possibilité d'avoir un système monétaire nouveau, fiable, sur lequel on pourra s'appuyer. Quelle est votre idée du développement du continent africain? Non, mon idée du développement, c'est ce que j'expose dans mon dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, préfacé par l'ancien directeur de la Banque centrale d'Argentine, ou le conseiller de Vladimir Poutine, Alexandre Dugin, et Pedro Biscay, l'ancien directeur de la Banque centrale d'Argentine. Je dis simplement qu'il ne peut y avoir de développement qu'à partir du moment où chaque peuple fonctionne dans l'orientation de sa propre ontologie. Chacun a un paradigme sur Terre.
la réalité chinoise. Pourquoi la Chine est devenue une puissance mondiale? Parce qu'il est arrivé un moment où Mao, en menant sa révolution culturelle, a été dans une démarche d'appuyer cette révolution sur une doctrine de développement endogène en priorité, non pas en s'appuyant sur les canaux extérieurs occidentaux. Et lorsqu'ils se sont développés d'abord de manière endogène, par la suite, il a été beaucoup plus facile de s'adapter au cadre international tel qu'il était fixé. Mais nous sommes le seul peuple de l'histoire du monde qui veut s'imposer ou s'implanter, s'insérer en fonction d'abord d'un paradigme extérieur et après en fonction de nos réalités intérieures. Normalement, les choses doivent se faire dans l'autre sens. À quoi ça sert pour la Chine, qui aujourd'hui quand même est un pays capitaliste, à Non, deux c'est visages? plus compliqué. Oui, vous avez bien dit deux visages. J'ai déjà été en Chine? À deux visages, oui. J'ai déjà été en Chine? Oui. Ah bon? À deux visages. À quelle ville? Dans quelle ville vous avez été? À Pékin. À Pékin? Oui. Dans quel cadre? Le reportage? Oui. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai été en Chine à plusieurs reprises. Oui. Et je vais vous faire une Il confidence. y a deux visages Justement, quand même dans ce pays. il y a deux visages. Mais Il y le a visage... longtemps, il n'y a même pas de milliardaires en Chine. Aujourd'hui, ils sont des centaines. Mais Quand même, donc ouais. milliardaire, ça veut dire qu'on est occidental. Non, capitaliste. Ouais, mais c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'il y a des milliardaires qui peuvent être aussi dans le solidarisme et qui peuvent être beaucoup plus... Mais quand même, on ne peut pas faire des affaires et ne pas être capitaliste. Monsieur, vous savez, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai le centre PANAF, dont un que j'ouvrirai peut-être tôt ou tard ici à Bamako. D'accord, s'il plaît à Dieu, centre de valorisation de la production africaine, ouvert un à Cotonou, il y en a un qui ouvre bientôt à Niamey, et pourtant je suis quelqu'un qui réprouve le capitalisme, et je le fais dans la doctrine qu'on appelle au Bénin le solidarisme, autrement appelé en fongbe alodo, c'est-à-dire qu'on peut être un entrepreneur et faire cela dans le cadre de la solidarité et de la valorisation de la collectivité. Ça, c'est la démarche qui est la mienne, et ça ne m'empêche pas d'engranger un certain nombre de ressources sur certains points, de faire des gains, mais ces gains nous servent aussi à créer des richesses pour les voisins. Donc la chose est plus complexe que le monde schématique, le monde sectaire et le monde fermé, bicéphale, dans lequel parfois l'élite occidentale et l'intelligentsia africaine phagocytée voudraient nous enfermer. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du président ivoirien Alassane Ouattara. On se souvient lors d'un séjour à Paris, lors d'une conférence devant les économistes, il a rembarré un étudiant ivoirien qui lui a posé la question sur l'avenir du franc CFA en lui disant on ne débat pas des questions monétaires sur la place publique. Quand un chef d'État tient tel discours, quel avenir pour la jeunesse intellectuelle africaine? Moi, j'ai envie de vous dire une chose simple. Ouattara a perdu la première bataille, il s'accroche à la remorque en disant qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique de la zone franc qui vont être les premiers, donc les pays de l'UMOA,